Bonne fin d'après-midi à tous. Soyez les bienvenus à cette deuxième émission de la course Destination Monde. Eh bien, ça y est, à compter d'aujourd'hui, nous vous présentons les premiers documents que nous ont fait parvenir les candidats. Vous les avez connus un petit peu la semaine dernière, mais je pense que pour en savoir davantage, le mieux, c'est encore de les suivre. Alors, ils sont partis pour l'Afrique, l'Australie, l'Europe, le Japon et les États-Unis. Règle générale, ça va très bien. Le bilan de santé dans l'ensemble est assez positif, mais de toute façon, je vous donnerai beaucoup plus de détails sur chacun au cours de l'émission. Bon, je vous rappelle que les documents sont évalués en fonction de critères, somme toute, assez précis. Alors, il y a le traitement, la qualité de l'image et de la bande sonore, le commentaire et l'appréciation personnelle des jeux. Pardon, excusez-moi. Jean-Pierre Barre, tout de même, Salut. pour une première, t'arrives en retard. Non, mais je sais plus, là, moi, je suis pas dans la course, je suis dans la course, qu'est-ce qui se passe? Tu es dans la course, Jean-Pierre, et ça me fait extrêmement plaisir de te souhaiter la bienvenue. Ah. Et bien avec moi, je vais te présenter tes collègues pour aujourd'hui. Ah, mon Dieu. Alors tout d'abord, l'épicurien du groupe, l'homme d'humour et d'esprit, Daniel Ça va être une bonne saison. Une femme charmante, intelligente, J'en conviens. passionnée. Christiane Charette. Bonjour Jean-Pierre. Bon, alors, je vous explique comment ça fonctionne. Cette année, nous avons un jury permanent composé de 6 juges. Et selon la disponibilité de chacun, eh bien, 3 d'entre eux se joindront à nous chaque semaine. Les autres sont la comédienne Danielle Panton, la réalisatrice et comédienne Micheline Langto, et puis il y a aussi un ancien de la course, Marc Caillé. Alors voilà, c'est bon pour vous? Parfait. Alors je vous souhaite une très bonne saison. À vous également. C'est parti. Alice Springs. Ici, les boomerangs ne reviennent plus et les oiseaux se cachent pour mourir. De Montréal, Jacques est passé par Chicago, Los Angeles et Sydney pour atterrir à Alice Springs, en plein cœur de l'Australie, dans ce qu'on appelle le désert rouge, les territoires du Nord, le pays des aborigènes. Il se serait peut-être dire qu'il pose trop de questions. Il y a des tours organisés pour les touristes, mais selon lui, c'est une véritable farce. Il nous a fait parvenir ce chandail. Jacques est un maniaque de hockey et cette semaine, il me demandait des nouvelles du camp d'entraînement du Canadien. Alors nous, on va lui envoyer celui-ci. Voici Cliché, sa démarche visuelle qui illustre les arts visuels des aborigènes qui, paraît-il, ne sont que des rêves. Le bush, le désert du centre de l'Australie, un territoire sacré, des batteries qui lâchent, la superstition peut-être, enfin, j'ai filmé un malaise. Well, here we are at the Dreamtime site. On your visit down to the rock, you may have been told that at Mount Ebenezer and also at Yulara and Ayers Rock, you are not permitted to take photographs of the Aboriginal people whom you may see in those areas. Now, the opposite is the go this morning in the sense that Le désert. Tous les fils de Dieu et tous les grands textes, Jésus ou le Coran, sont sortis du désert. in the sense that the Aboriginal people here are quite used to having their photographs taken, and it is encouraged that you do take photos this morning. Oh, you might have almost got him. Come on, this time. Have to keep your head down, Gabriel. Voici Johanna. Elle peint ses rêves qui remontent à la nuit des temps. La peinture aborigène contemporaine est née en 1970, le jour où l'on distribua pour la première fois de la peinture acrylique et de la toile. Les aborigènes ont consulté leurs ancêtres qui ont accepté de partager une partie de leur culture. Signe implacable de branchitude, Malcolm McLaren des Sex Pistols en est un collectionneur. Charlie Lee Couture aussi me glisse un cousin français qui, comme moi, comme eux et comme Johanna, est entré en territoire sacré en véhicule nolisé. Mais moi, je ne suis pas comme eux. Ma démarche obéit à une double volonté, capter des images sur un mode de vie en voie de disparition et inspirer des actions susceptibles d'améliorer la situation. Fuir au plus vite ce folklore à touristes. Enfin, voilà mon guide. Yeah, well, the Aboriginal camp's just over there, and you've got to be real careful when you go into those sort of areas. Yeah. Parce qu'ils sont indestructibles, me dit-il. Ils viennent de l'aube de l'humanité et ont des sens qu'on a perdus. Là, devant. Les voilà. Et j'y suis allé. J'y suis allé et j'ai vu des hommes et des femmes qui jettent les emballages et les canettes comme jadis ils balançaient les os et les peaux de leur gibier dépecé. J'y ai vu un vieil homme qui pleure. Pourquoi pleures-tu, vieil homme? Parce que ta culture multimillénaire n'est pas de force à lutter contre les business multimilliardaires?
Parce que tu n'as trouvé personne à qui transmettre ton savoir? Pleure pas, vieil homme. Les images sont censées avoir un effet pratique sur la vie quotidienne. Là, devant un vieil aborigène ivre, aux yeux brillants, possédé par un rêve qui sort de la nuit des temps, j'ai craqué et n'y ai rien compris. C'est donc cliché de Jacques Blondin. Alors, qui brise la glace? Jean-Pierre. Ah, OK. Mitigé. J'aime beaucoup la comparaison entre les gens qu'on monte trouver l'autobus, là, dans le tour, et les autres. Mais finalement, c'est plus les préoccupations de Jacques Blondin que le problème des aborigènes. Il dit, je veux capter des images sur un mode de vie qui disparaît, je veux améliorer leur situation, puis à la fin, j'ai craqué. On n'apprend pas grand-chose, mais il y a une volonté de personnalisation. C'est intéressant à ce niveau-là. Moi, je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter, sinon qu'effectivement, il y a quand même quelques clichés auxquels on s'attend, qu'on retrouve, que ce soit la bouteille de coke ou autre chose comme ça. Mais il y a quand même une sorte de tendresse dans l'image et dans le propos qui fait que, ben, oui. Ben oui. Ouais. Moi, ça m'a pas emballé, mais je respecte ça. Il y a quand même un point de vue critique. Tout de suite, il le dit, il situe. Il montre le désert, le lieu, les gens, le contraste entre les Blancs, les aborigènes qui sont là. Il y a son clic-clic qui souligne certaines idées que je trouve assez habile. Oui. Bon, c'est pas enthousiasmant, mais quand même, il y a un bon travail là-dedans. Ce que j'appellerais bon. Oui. Il est sensible. On sent bien qu'il a été touché oui, par ce qu'il a vu. Oui, quand il dit l'homme qui pleure, là, il y a beaucoup, même un peu sentimental. Alors, quelle note une note pour bon. 16. 16. Ouais. Daniel? 15. 15. Je commence à passer pour le méchant encore. 14. 14. Ce qui fait donc un total de 45. On a trouvé autre chose sur la cassette de Jacques. J'étais malade comme un chien hier, moi qui se vantais d'avoir été le seul à bien réagir au vaccin. Enfin, c'était ma première pilule de malaria, puis en tout cas, anyway. Mais Jacques n'est pas le seul à avoir été malade. Il y a aussi Sophie Lambert, Marie-Claude Harvey, Jennifer Allen, qui n'ont pas trouvé drôle du tout cette pilule. Une pilule qui a pour nom Néfloquine. Alors, méfiez-vous. Et puis là, j'ai pris un taxi et j'ai vu des choses intéressantes, des choses un peu bizarres, étranges. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que oui, je suis à New York. Marie-Claude a commencé sa course à New York. Elle a tourné un sujet. Elle a rencontré un sans-abri avec qui elle a passé 2 fois 12 heures. Le contact a été difficile à établir et c'était surtout très dur pour le moral. Mais c'est un document qu'elle met en réserve. Elle nous présente plutôt aujourd'hui un film qu'elle a aussi tourné à New York, mais lors des épreuves de sélection en juin dernier. Qu'est-ce qu'on fait aux États-Unis quand on veut devenir un artiste de renommée internationale, mais qu'on a ni le talent d'un peintre, ni l'envie de peindre? Maybe he could do that in exchange for some art. On engage des gens pour faire le travail à sa place, bien sûr. Marc Costabi, 30 ans. Propriétaire d'une business à revenu annuel de 2 millions de dollars. Emploie 45 personnes, dont 25 artistes. And I'm happy with all these Kostabi paintings being made here. I make them very quickly, and I make many of them. And I had every intention of multiplying that by the thousand, meaning making millions of paintings. La petite histoire d'un tableau qui sort du monde de Costabi commence par un concept imaginé par une des 3 personnes payées pour trouver des idées. Yeah, I think so. So, should we just go ahead and approve this idea? Costabi approuve les concepts et les classe. Un sketch est préparé et le spécialiste choisit les couleurs qui seront utilisées. Il ne reste plus qu'à les envoyer se faire peindre. Et quand tout sera terminé, le maître prendra le pinceau et signera le tableau. It's for people who can't trust their own taste. They need to have a name on it too. But it's the reality of the current art system. Un Costabi est né. On trouve des Costabi un peu partout au Japon, en Italie, au Metropolitan Museum of Arts et au célèbre musée Guggenheim. Pour que les collectionneurs puissent reconnaître facilement les tableaux Costabi, les thèmes du chapeau pointu, des figures sans visage et du déboucheur de toilette sont presque omniprésents. Les peintures se vendent entre 10 et 50 000 $. Les artistes sont payés entre 7 et 12 $ de l'heure. The economy in New York's tough right now for an artist. No, it's like you're doing any other kind of job. You know, if I was working in a furniture shop and making some type of furniture, if I was making a chair or something, it wouldn't be any different. Somebody else's design, I just put it together kind of thing. It's like a coloring book.
it's work for hire, and they agree to the terms of the job when they start the job, so there's nothing exploitative or sleazy about it. I think that Kostabi paintings are like a virus on the art world, though. I think it's a negative thing. But don't tell my boss, okay? Marc Kostabi est un produit des années 80. Détesté des critiques, il a bâti son succès commercial à coups de frasques publicitaires. Kostabi veut assagir son image, mais pas ses ambitions. Il voit grand, très grand. Il veut faire construire la plus grande tour du monde dédiée à l'art et à lui-même. As you can see, there are hundreds of paintings in this gallery. All this work is going towards the construction of Kostabi World Tower, which is what I would truly believe in, because it's a beautiful design and it's for a good cause. Quelqu'un devrait annoncer à Kostabi le Grand que ses confrères Campo et Tromp ont déjà mordu la poussière. Les années 90 ne sont pas favorables pour les égaux de cette taille. Alors, si vous possédez un Kostabi chez vous, vous savez maintenant d'où il provient. Daniel? En tout cas, moi, j'ai bien hâte de voir cette tour et je souhaite qu'il engage Roger Talibert. Mais sous des dehors amusants, surprenants, il y a des choses quand même qui ne sont pas si nouvelles qu'on peut croire. Vous savez que Raphaël peignait comme ça. Il faisait peindre ses tableaux, pardon. Mais là où ça a un effet de scandale qui me semble particulièrement éclairant, c'est que ce qu'il fait, en fait, se retrouve au Musée d'art contemporain, se retrouve un peu partout. Et ça souligne que l'art contemporain est très souvent tout simplement un effet de collage. J'ai trouvé ça admirablement fait, le texte drôle, l'inquiétude que ça provoque et le sourire en même temps très aguichant. Ouais. J'ai trouvé ça brillant. Ouais. D'abord, tout ce qu'elle fait, elle le fait bien. Elle fait le tour de la question, il n'y a pas beaucoup de temps. Il y a l'extérieur, l'intérieur, le bâtisse, ce qu'on dit dans les journaux, ce qu'on fait dans les livres. Ça démystifie complètement le personnage. Elle est intelligente quant aux formes, aux couleurs. Quand elle monte un tableau gris qui est sur fond gris, il y a des couleurs de vert. La première image où on le voit couché au téléphone, tout de suite on est accroché. Elle a un point de vue critique. Moi, ça m'a... Puis en plus, j'ai appris quelque chose. Bon. J'ai beaucoup aimé. Ben voilà, Jean-Pierre. C'est non seulement un excellent portrait de ce cynique et marketing qu'est Kostabi, mais les gens qui travaillent avec lui, qui ne disaient pas à mon boss... c'est ça qui est intéressant. Oui, alors c'est une remise en question de la peinture, du milieu, des critiques, des acheteurs. Il manque le plan d'un Kostabi au Met, au Guggenheim. Ça aurait tout dynamisé ça, mais ça vaut un bon 17 quant à moi. Alors vous lui donnez combien? 17, Daniel? 18. 18, Christiane? 18. On aime beaucoup l'art, Daniel et moi. Alors 17, 18, total 53. Moi, après avoir vu les autoportraits, j'ai bien aimé Sophie. Moi, j'ai énormément confiance en Charles. D'après moi, Marie-Claude a toutes les chances de son côté. J'aime tous les concurrents, mais surtout Sophia. C'est bien agréable. Mais avoir l'esprit tranquille, c'est encore bien plus agréable. Louis Perpignan-Huard a deux passions, le cinéma et la musique. Alors il s'est d'abord rendu à Bayreuth, en Allemagne. Après nous avoir dit que tout allait très bien, il avait rencontré une chanteuse de New York qui habite là-bas. Il nous a rappelé extrêmement déçus. Il voulait faire un film sur Wagner, mais en raison de complications avec l'organisation du festival, les choses ont mal tourné. Ça, voyez-vous, c'est ce qu'on appelle le pain quotidien de la course. Enfin, voici son film. C'est toujours plus que je chantais mieux en plus. Cette semaine, j'ai fait un film sur l'opéra. Il y a un peu plus de 100 ans, Richard Wagner posait la première pierre de son théâtre. Son théâtre se voulait révolutionnaire, fidèle à sa philosophie d'art total. Wagner imagina une forme d'art scénique où le spectateur serait complètement envoûté par la musique et par le drame. Afin de ne pas distraire le spectateur de la scène, on créa la fausse orchestre. L'orchestre devient invisible et lors de la séance, on plonge la salle dans l'obscurité. Licht, tiefe Nacht, Stimme. Lumière, nuit profonde et voix. Voilà les trois éléments essentiels à Wagner. De là naîtront Wotan, Siegfried, Parsifal, Lohengrin. Seine Raben beide sank er auf Reise,
kehrten die einst mit guter Kunde zurück. Dann noch einmal, zum letzten Mal, lächelte ewig der Gott. Seine Knie windend liegen wir Walküren blind. Leibte den flehenden Blicken uns alle verstellt, Tagen und endlose Angst. Mon nom est Wayne Gooding, je suis ici de Toronto et pour moi, venir à Bayreuth et à répondre à un appel. Parce que Bayreuth, c'est surtout le Wagnerien, le Mecca. Pour avoir un billet à Bayreuth, il faut s'y prendre 5 à 6 ans d'avance. Cette vieille dame, vivant tout près de Bayreuth, n'a pas eu de billet depuis 22 ans. Certains restent devant les portes, des jours durant en espérant de trouver quelqu'un voulant se défaire de ses billets. On vient à Bayreuth pour se retrouver avec Wagner, avec les musiciens et les artistes. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Ici, il y a quelque chose qui fait que, par exemple, ce mur n'existait pas. Alors, il y avait M. Liederbusch qui adorait le public. Tous les matins, il venait avec une petite jeep, tout le monde photographiait, on lui demandait des autographes, etc. Il venait ici, il venait dans la matinée 5 ou 6 fois. Et puis il s'adressait à nous. Il me dit, vous croyez que je viens ici pour chercher mon courrier? Non, je viens pour vous rencontrer, pour voir le public, pour avoir le contact avec le public. Voilà comment étaient les artistes ici. Alors, propos, commentaires, Fräulein, oui, j'ai un peu ambivalente là-dessus. Il y a des choses que je trouve intéressantes, comme ce qu'il a fait dans le train avec le noir et blanc. Il y en aurait certaines recherches là-dedans, puis cette femme un peu passionnée de Wagner. Mais des fois, c'est un peu inégal, c'est un petit peu banal. Il me semble qu'il manque quelque chose. En tout cas, le fait qu'il soit peut-être pas rentré à l'intérieur, c'est peut-être un peu ça. C'était les complications. Oui. Ça repose beaucoup sur la narration. Par contre, il se sert bien de la musique. Il y a un plan qui est beaucoup trop long, je trouve, sur la maison, là, au début. Alors, je sais pas, quant à la note, là, j'avoue que j'hésite. Continuez d'y penser, nous y reviendrons. Ouais. Jean-Pierre. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Christiane. Il y a comme 2 reportages. Il y a le début que je trouve magistral, jusqu'au moment où on voit les gens entrer avec l'ouverture de quelle symphonie, pas symphonie, quelle opéra, je ne sais plus trop de quelle, mais après le gars de Toronto qui parle. Jusque-là, c'est extraordinaire. C'est très personnel, une très bonne définition de Wagner, mais surtout, on sent l'atmosphère wagnérienne, particulièrement dans ce plan de la dame. Après ça, il était comme déçu de ne pas pouvoir entrer, à tout le moins de ne pas pouvoir filmer. Et là, c'est devenu comme un reportage documentaire, bulletin de nouvelles sur le festival. Il a changé de ton, changé de note. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai plus rien à ajouter. Je suis parfaitement d'accord là-dessus. Il y a effectivement 2 reportages, un raté et un qui était... Moi, je serais resté beaucoup plus longtemps dans l'autobus pour entendre cette voix allemande extraordinaire et ces images dissonantes. C'était merveilleux. Moi, j'ai pensé que c'était un train. Un train, oui. En transport en commun. Ouais. Vous résumez admirablement les choses. Merci, Charlie. C'est un polyphoniste. Vous lui donnez combien? 14. 14. Christiane? Oui. D'accord. 14. 15, moi. Ce qui lui donne 43. Je vous signale que Louis a utilisé 2 cassettes plutôt qu'une pour son visuel. Il a reçu un avertissement de Claude Morin, le directeur de la course. Un 3e avertissement est un motif d'élimination. Ça va? Oui, ça va. Ça va bien? Oui, ça va bien. Et la santé? Ah, la santé, ça va bien. Les enfants? Les enfants, ils vont bien. Ça, c'est bien. Ça va. Ça va La bien. famille, ça va? Ça va bien. Ce magnifique chapeau est un envoi de Sophie Lambert. Elle est en Afrique. C'est un chapeau Peul. Le prix demandé était de 50 $. Bon, elle a marchandé, puis il lui en a coûté 8, finalement. Après une escale à Paris, Sophie est arrivée à Bamako, c'est la capitale du Mali. De là, elle a pris un autobus jusqu'à Mopti, et crevaison comprise, le trajet a duré 18 heures. Il y a Karina Goma, une candidate de l'an dernier, qui l'attendait là-bas. Alors avec son aide, elle s'est rendue dans un village. Bon, je raconte plus rien, on va voir son film, mais tel que promis, il est question de la femme.
Hé, Toubab, tu viens de loin comme ça? De l'autre côté de l'océan. Moi, je m'arrête ici. Descends avec moi. Elle m'a prise par la main et m'a entraînée chez elle, dans leur petit pays qu'est le village Bozo. Constitué d'un système patriarcal, toute l'organisation et la planification est divisée entre les deux sexes. C'est ainsi que s'intégrer au regroupement de celles qui enfantent devient lieu de promiscuité, complicité et ambiguïté. Tout semble prétexte à rire ou à séduire. D'accord. Avec cet exil, je m'attendais peut-être à une désorientation des plus dramatiques. Et puis, dans toutes nos différences, on se retrouvait un peu. Mais en les saisissant pour un instant, je me suis mise à les admirer. Lever à 5 heures du matin, préparer le déjeuner, laver le linge, puiser l'eau, couper le bois, piler le mil, faire le repas, apporter ce même repas aux hommes, pêcher le poisson, filer le coton, piler le gros mil, pour une journée de 15 heures de labeur. Et l'homme, il est parti où? L'homme? Il parle de philosophie sous le sol là-bas. Hé, Toubab, t'as combien d'enfants? Elle en nourrit 10. Mais comme elles se comprennent et se supportent entre elles, elle pourra le laisser sous surveillance d'une plus vieille, tributaire de la communauté. L'enfant qu'elle allaite devra être à ses côtés la journée durant. Le garçon est allaité jusqu'à 3 ans, tandis que la fille s'arrêtera à 2 ans. Injustice, croyais-je? Non, m'expliquera-t-on. C'est que le petit garçon deviendra homme. Hé, Toubab, pourquoi tu te couvres les seins? La polygamie est chose courante. Et comme une représentation microcosmique du village, on y retrouve une hiérarchie. Bien que la plus vieille soit la plus respectée, la plus jeune est la plus désirée. Question de tenue de sein. Hé, Toubab, tu trouves que c'est loin chez toi? Et comme ailleurs, je les ai vus se défendre. Défendre pour ce qui leur est dû. Si ailleurs on parle de postes bien placés, ici c'est le droit à un périmètre riché. Mais avant tout, elle gardera le rôle de celle qui nourrit et qui met au monde. C'est pourquoi tout de suite après sa naissance, l'enfant doit subir le lavage, rituel d'initiation à la vie. Hé, Toubab, qu'est-ce que t'as? Je sais pas. Je vous trouve belle. Tu vois le soleil, Toubab? Il est parti se coucher chez toi. Je suis convaincu que Sophie Lambert pourrait danser avec les loups. Elle danse bien, hein? C'est beau ça, oui, on l'envie. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Beaucoup de bien. Oui. J'ai trouvé que c'était le mieux de ce qu'on appelle une démarche féminine. Elle est très sensible à ces femmes, elle les a trouvées belles, elle les a aimées et elle nous fait partager ça. Il y a cette femme en rouge avec le vase sur la tête qui marche comme une gazelle, qui sert de ponctuation à son film. J'ai trouvé ça aussi très, très heureux. Et très sensuelle. C'est comme si on y était allé. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très bien. Et elle n'a pas eu peur d'approcher sa caméra. Non, non. Et de toucher. Elle n'a pas eu peur d'approcher sa caméra et de toucher et d'être touchée. Ah oui, aussi. Oui. Daniel. J'aurais bien aimé qu'elle passe un certain temps, mais elle n'en avait pas assez pour aller rejoindre les hommes sous les saules, parce que j'aurais bien aimé les entendre donner leur version des choses. Mais je soupçonne qu'elle fera peut-être la même, quelque chose du genre. Ça viendra peut-être. Jean-Pierre? Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'elle est très près des gens et les gens sont très près d'elle. Tu sais, comme il y a ce plan où on lui caresse les cheveux. Oui. Et puis, en fait, c'est une série de plans qui auraient pu faire très disparates, mais qui sont très unifiés par son leitmotiv et Toubab, pourquoi. Alors, des très belles qualités d'approche et de sensibilité. Alors, qu'est-ce que ça donne comme note, Jean-Pierre, d'abord? Moi, je donne 16. 16. 18. 18. 17. 17. Alors 16, 18, 17 pour un total de 51. Maintenant, pour les mêmes raisons que Louis, Sophie a également reçu un avertissement du directeur de la course. Mais il n'y a pas que ça. Avec le chapeau, elle nous a fait parvenir ce batik. Sophie a toujours dit, on parle souvent de l'homme derrière la caméra, mais qu'en est-il de la femme? Eh bien, elle est ici au Mali et puis elle s'appelle Sophie Lambert. Eh bien, vous savez qu'à la course, comme en jeu, il n'y a pas que l'honneur, il y a aussi des prix. Un contrat d'1 an en réalisation à l'ONF. Un stage rémunéré d'1 an à la télévision de Radio-Canada, soit en réalisation ou en journalisme.
5 000 offerts par la Société Radio-Canada et un stage en montage vidéo chez Bellevue Pâté d'une valeur de 5 000 Prix de l'ACDI d'une valeur de 3 000 Prix du CRDI d'une valeur de 3 000 Prix de l'UNESCO d'une valeur de 3 000 Prix conjoint du CIAS et de l'Université de Moncton d'une valeur de 3 000 Prix du public du Journal de la Presse d'une valeur de 2 000 Dans un instant, un reportage de Texas. Gérald Gilbert est celui des 8 qui a le moins voyagé. Mais dès le départ de Montréal, il fut plongé dans l'atmosphère de la course. 6 heures d'attente en raison d'une panne de moteur. Si bien qu'au lieu de se retrouver directement à Houston, au Texas, il est passé par Chicago. Et là, il nous a dit qu'il commençait à se déniaiser sérieusement avec les portes d'embarquement et les réservations. Il faisait chaud au Texas, 40 degrés Celsius. Gérald Gilbert découvre le monde. À San Antonio, au Texas, les gens ont développé une passion assez particulière pour les animaux. Oups, Et enfin, vous pourrez le convenir avec moi avec les images qui suivent. À 30 km au nord de San Antonio, au Texas, plusieurs espèces animales cohabitent dans un centre voué au secours et à la réhabilitation des animaux. C'est le Wildlife Rescue. Loin d'être un zoo, ou encore moins un centre de la SPA, cet endroit permet aux animaux blessés ou abandonnés de vivre en paix. Depuis 1978, la Fondation est financée via les dons de la population de San Antonio et grâce à l'acharnement de Lynn Cooney, fondatrice du site, une dame de fer qui prône l'équité entre les animaux et les êtres humains. Je pense que c'est important de reconnaître dès aujourd'hui, avec tous les problèmes de l'environnement, que les animaux ont le droit de vivre en paix, sans être abusés par les êtres humains et sans que l'on détruise leur milieu de vie. Le travail du Wildlife Rescue consiste justement à éviter cette situation. The work of Wildlife Rescue stands for this precisely. 30 personnes prennent soin de plus de 300 animaux. 26 sont bénévoles. Elles ont cette cause à cœur et on leur confie de grandes responsabilités. Après tout, c'est la santé des animaux qui est entre leurs mains. Notre journée commence à 6 heures le matin, car les nouveau-nés et les autres animaux ont besoin de soins très tôt, particulièrement au printemps et en été. Toute la journée, nous voyons apporter les soins nécessaires aux animaux et à faire le nettoyage de leur parc. Nous sommes aussi très occupés au téléphone, car chaque jour, plusieurs personnes appellent pour savoir comment secourir les animaux blessés. Plusieurs animaux ont été abandonnés dès leur naissance. Les gens qui les trouvent les amènent ici. Certains sont handicapés à jamais. Par exemple, ces jeunes cerfs qui, durant leur sommeil, ont été attaqués par des fourmis. Un problème bien connu au Texas. Hello. D'autres cas sont traités ici temporairement, et avec un peu de chance, certains animaux retourneront bientôt dans leur habitat naturel. Mais face au problème des animaux handicapés, Lynn Cooney en veut particulièrement aux êtres soi-disant humains, qui sont les principaux responsables des blessures infligées à ces animaux. Je souhaite que les gens se rendent compte que les animaux sont aussi importants que les humains et que l'on cesse d'utiliser les prétextes d'infériorité pour les tuer ou en abuser. Je souhaite qu'on se rende compte que les animaux et les êtres humains sont à égalité sur cette terre. Alors voilà pour le sanctuaire de Gérald de Gilbert. Jean-Pierre, premières impressions? Bon, c'est un sujet qui est simple. En fait, c'est un sanctuaire pour les oiseaux. Ça souffre un peu d'énumération. On fait le tour des différentes cages, je peux dire ainsi. Mais il y a des plans intéressants, comme je ne sais pas si c'est un singe ou quoi que ce soit, mais l'animal minuscule. Non, je ne saurais vous dire. Mais aussi, que les animaux sont aussi importants que les humains. Là. Je trouve que ça fait un peu zélé. Ça fait un peu zélé, oui? Oui, ouais. Madame dit ça, mais... Moi, ça m'a pas vraiment dérangé. Ce qui est dit. Il y a autre chose, ça annonce autre chose. Oui, c'est ça, il y a autre chose qui m'a dérangé. C'est quoi? Pour moi, c'est le sujet dans sa totalité. Oh. J'ai trouvé ça extrêmement classique dans sa forme, mais hélas, pas classique dans son contenu, parce que je ne sais pas très bien pourquoi il a fait ça. Bon, on prend soin des animaux, on se lève tôt, puis on espère qu'ils vivront, et après. Ouais. Mais Gérald aime beaucoup les animaux, ça, avec son dossier de présentation, il l'avait dit, ouais. Bon, voilà, il a un faible, disons.
Christiane. Oui, ben moi aussi, j'ai un fait pour les animaux. Ça, je ne remets pas ça en question du tout, contrairement à Daniel, mais je trouve que c'est un sujet qui est fort, parce que les animaux, en fait, les gens comme moi, ça me frappe, ça m'émeut. Ouais. Mais je trouve qu'il le traite d'une manière banale. C'est un documentaire qui est plat, ça lève pas, que le sujet est donné et que lui ne fait pas sa marque dans le sujet. Je trouve qu'il manque vraiment d'originalité dans le traitement de ce sujet-là. C'est décevant. Il mise trop sur la force du sujet. Je trouve que c'était pas assez. Alors, je refais un tour de table. Jean-Pierre, pour 13, 10. Oh là. 10. 10 également. Alors, un total de 33 pour ce premier reportage de Gérald Gilbert. Baptiste, méthodiste, luthérien, presbytérien, épiscopalien. Mon Dieu, aidez-moi, je comprends plus rien. Sophia est arrivée à Atlanta un dimanche et elle a vraiment pas perdu de temps. À peine descendue d'avion, elle se met à tourner dans toutes les églises. À la fin de la journée, nous a-t-elle dit « J'avais tellement tourné que j'ai failli faire une indigestion. » Des églises, bien sûr. Bon, ceci dit, elle est en très grande forme, mais ce qu'elle trouve dur, comme plusieurs, c'est de continuellement braquer sa caméra sur les autres. La course dure 26 semaines, alors il en reste 24. C'est d'Atlanta, en Georgie, que nous vient le Coca-Cola. Mais à part boire du coke et préparer les Jeux olympiques de 1996, qu'est-ce que vous pensez qu'ils font, les Georgiens? Ben, ils vont à l'église. En avril dernier, les résultats d'une enquête publiée dans le New York Times révélaient qu'après l'Inde, les États-Unis étaient le pays le plus religieux de la planète. « 90% des Américains sont non seulement croyants, mais pratiquants. En France, ce chiffre n'atteint pas 50%. C'est dans les États du Sud, délimités par ce qu'on appelle communément le Bible Belt, que se retrouvent les citoyens américains les plus religieux. Un peu, beaucoup, passionnément religieux. Le dimanche matin, dès l'aube, la télévision américaine diffuse presque exclusivement des émissions religieuses. That's what the Lord offers you and me. À 8h30, dans toutes les églises et dans chaque quartier, c'est Church Breakfast Time. À 9h30, on monte à l'étage pour chanter, ou pour assister à une des nombreuses Church Classes. Ce matin, entre autres, on apprendra à mieux gérer notre argent. Each of us should give to the Lord an amount of every dollar earned in proportion to the way God has blessed him, with a minimum, and I repeat, with a minimum of 10%. À 11h, la messe commence. L'Église définit l'identité sociale, détermine les rencontres, régit la pensée. L'Église donne une raison de vivre. Le mercredi, à l'Église, c'est fête. À 17h, la famille et les amis se réunissent et partagent le repas du soir. À 18h, papa et maman montent à l'étage supérieur et confient leurs petits aux nombreuses gardiennes bénévoles. La messe dure 1h30. Pendant ce temps, à l'étage inférieur, les adolescents font plus ample connaissance. Et on a même pensé aux célibataires. Ô Esprit Saint, descendez en eux, qui raille l'antique cantique où les gens heureux mettent leurs vœux sur la plus belle musique. Ou à peu près. Bon, enfin. Au moins 10% de votre revenu, hein? Au moins 10%.
Bon, allons-y. Faites-vous entendre. Oui. Ben, j'ai trouvé qu'elle était charmante quand même. Elle a un humour subtil qui nous charme au début, là, son entrée en matière. Mais c'est dommage parce que son sujet, bon, n'est pas nécessairement tellement original parce qu'on en a beaucoup parlé dans les dernières années. Elle fait bien le tour de la question, mais c'est une manière un peu conventionnelle. Il n'y a pas... je sais pas, c'est un peu... Les images sont pas extraordinaires. C'est un petit... Oui, mais dans une église. Oui, mais quand même, avec la caméra, on peut faire des choses. Non, j'ai trouvé que c'est l'humour qui réchappait le tout, mais qui manquait quelque chose là-dedans. Ça, c'est un peu plat. Est-ce qu'il manque quelque chose, Jean-Pierre? Il y a une très, très bonne recherche, mais il n'y a pas de scénario. Ça devient finalement comme l'illustration d'un agenda. À telle heure, voici ce qui arrive, telle heure, telle heure. C'était intéressant à chaque fois, mais ça l'avait fouillé, ne fût-ce qu'un de ces petits points. Qu'est-ce que tu aurais aimé retrouver? Ben, par exemple, les célibataires, ça aurait été intéressant. Ou comment on investit ou quoi, mais pourquoi les gens... Non, ça devient, c'est ça, c'est très... une illustration d'agenda. On aurait aimé retrouver peut-être une chose qu'on ne sait pas, mais qu'on aurait vu là, et qui nous aurait donné l'impression qu'on touchait quelque chose. Là, c'était un peu comme un survol. Je pense que l'illusion, c'est de croire avoir un sujet là-dedans. Ce n'est pas un sujet. La religion, quand on commence par dire, par exemple, que l'Inde et les États-Unis sont les peuples les plus croyants, bien, ça dépend de ce que l'on entend par la foi. Et donc, c'est un vaste agrégat de choses qui n'ont pas grand-chose en commun. Entre la musique douloureuse des Noirs, par exemple, et les preachers blancs américains, il n'y a pas de lien, sinon le mot artificiel et vide de religion. Bon, alors, quel est votre pointage, Daniel? On commence par toi. 12. 12. Moi, je lui mets 13 à cause de la note d'humour, parce qu'il m'est apparu sympathique quand même. D'accord. Ouais. 13. 13. Alors, pour Sophia Borovchik, 38. Attention, dans le journal La Presse d'aujourd'hui, vous trouverez un coupon. Vous le remplissez et vous nous le retournez par la poste. Un seul coupon par enveloppe. Facsimilé accepté, pas de photocopie. En répondant correctement à la question, vous pourriez gagner chaque semaine un certificat cadeau de 150 $ offert par Ulysse, la librairie du voyage. En plus, vous recevrez le livre de la course, publié aux éditions Saint-Martin. C'est pas fini. Lors de la dernière émission, nous procéderons au tirage du Grand Prix du public parmi tous les coupons reçus. 2 personnes s'envoleront alors sur les ailes d'Air France à la découverte des mystères du nord de l'Inde et du fabuleux Kenya, une gracieuseté du Club Aventure et d'Air France. Bon voyage. Alors voici la question, d'où nous provient le reportage de Marc Forget cette semaine? D'où nous provient le reportage de Marc Forget cette semaine? Jennifer Aline a quitté Montréal pour Tokyo. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais elle était un petit peu nerveuse. Bon, finalement, tout s'est très bien passé. Elle fut d'ailleurs la première à nous avoir téléphoné. Tout un choc, nous a-t-elle dit. C'est hallucinant, une véritable bande dessinée, une atmosphère à la Blade Runner. Et ça coûte très cher. 17 $ pour un melon d'eau, 45 $ pour sa chambre à l'auberge de jeunesse. Et puis elle est arrivée là-bas en pleine semaine de vacances nationales. Tout était fermé. C'était la fête d'Aubonne. Débarquer au Japon en pleine vacances nationales, c'est pas du sushi. Alors plutôt que de rester à Tokyo où tout est paralysé, j'ai décidé de partir, seule puisque tous les guides sont en vacances, pour le village de Minano, au creux des montagnes, où j'étais intriguée par un certain Obon. Ingénieurs de Tokyo ou fermiers de Chichibu, tous les Japonais retournent dans leur village natal le 15 août pour le festival Obon. Selon le calendrier lunaire, ce festival bouddhiste célèbre le retour des ancêtres sur la Terre. Une fois par an, ces esprits reviennent dans leur ancienne demeure pour saluer la famille. Accueillis par un gigantesque feu d'artifice, les esprits sont ensuite invités à passer la semaine parmi les vivants.
Dans cette famille, on fête l'arrivée de la grand-mère décédée l'année dernière. Chaque jour, les membres de la famille ainsi que les amis peuvent communiquer avec elle en allumant un bâton d'encens en son honneur. Une courte prière et la fête continue. Après une nuit de danse et beaucoup de saké, le village se calme. Ce n'est qu'au coucher du soleil suivant que les villageois se réunissent à nouveau. Au bord de la rivière, tous attendent le passage du bateau qui ramènera les esprits. Ici, personne ne doute. Les siècles passent et la rivière n'essuie jamais sa trace. Ici, les esprits sont bien gardés. C'est le brassard officiel de la presse qui a permis à Jennifer de tourner ces images. Et puis, comme elle sait que j'ai toujours un peu chaud, hein, elle m'a envoyé ce petit éventail. Alors, on terminait sur une note, enfin, on disait l'esprit, bon, enfin, je sais pas trop, mais... personne ne doute. Voilà, alors, mais je commence par toi, Daniel. Mais doute de quoi? Alors là... Je trouve que c'est un peu le défaut du film qu'on a vu tout de suite avant, c'est-à-dire qu'on croit tenir un sujet. Au fond, ce qu'on apprend là-dedans, c'est qu'on célèbre le retour des ancêtres un jour qu'on appelle la fête d'Aubonne, mais rien d'autre. Et moi, sans faire de facilité, j'aurais bien voulu voir apparaître la grand-mère quand on l'appelle avec un peu d'encens, mais cette mystique et cette poésie n'étaient pas là du tout. Et finalement, ça me semblait être du collage de certains clichés où on croit reconnaître des choses. Il y a de beaux visages, évidemment. C'est favorisé par cet exotisme que n'avait pas le tournage dans le sud des États-Unis. Tu as l'air d'accord? Oui, moi, je trouve aussi que c'est la même chose. C'est comme dans le cas de Sophia, c'est-à-dire qu'elle a un sujet qui est donné, mais qui est peut-être plus coloré, puis il y a le contraste du jour et de la nuit, là, mais elle ne le marque pas. C'est le sujet qui porte tout le film. Il n'y a pas la marque qu'elle pourrait y donner. Alors, je trouve qu'il manque quelque chose. Il manque une signature dans ça. Mais la course commence aujourd'hui, alors il faut qu'ils apprennent quand... c'est sûrement pas le sujet qu'elle avait au départ. Bon, elle arrive, c'est fermé, c'est les vacances. Elle a été prise. Elle prend ce qu'elle trouve. Bon. Le problème, c'est que la religion est réduite au folklore. Il n'y a personne bien vraiment que la foi là-dedans, quoi que ce soit. Tu sais, c'est comme la fête du sirop d'érable ou je sais pas quoi. Bon. Qu'est-ce que vous avez contre le sirop d'érable? Contre bon, et puis la caméra aussi, tu sais, c'est des plans assez banals. On n'apprend pas grand-chose sur le Japon, mais les circonstances étant ce qu'elles étaient, moi, je lui donne 13 points. 13 points pour ce premier reportage de Jennifer. Daniel? 12, parce que c'était les vacances. 12 aussi, parce qu'il manque vraiment quelque chose. Bon, d'accord. Alors 37, donc, pour ce reportage de Jennifer à Lille. Sur mon île, il faut apprendre à travailler. De Montréal, Marc Forgette a pris l'avion pour New York, Dakar et finalement Praia, capitale des îles du Cap-Vert. C'est une ancienne colonie portugaise située dans l'océan Atlantique à environ 500 km des côtes sénégalaises. Cet été, on a reçu une lettre d'un coopérant québécois disant « Je suis au Cap-Vert, si quelqu'un passe par ici, il sera le bienvenu. » Alors Marc a jeté un petit coup d'œil sur sa carte et puis s'est dit « Pourquoi pas ?» Bonjour mesdames et messieurs. Les productions au bout du monde Inc. vous présente en primeur le Cap-Vert, qui n'a de vert que le nom. Comme vous le voyez, mes lèvres ne bougent pas. Ayant perdu mon micro, je dois enregistrer tout le son sur mon Walkman. Alors, inutile de vous dire que le son n'est pas synchro. Il y a loin de Praia à Tarrafal, 80 km. Et la mer y est dangereuse. Il y a beaucoup de noyés. Il y a tellement de noyés à Tarrafal qu'il y en a même qui marchent sur la plage. Les pêcheurs m'ont apporté des langoustes, les ont tranchées dans le sens de la longueur et recouvertes de beurre hollandais en conserve. Entre deux bouchées, le plus vieux me parlait, à voix basse. De l'eau, j'ai tout appris, jusqu'à la dernière extrémité. Il parlait comme un poème à ciel ouvert. Je prenais des notes
dans le petit calepin que j'avais acheté à Saint-Donat l'été dernier. Sur mon île, il faut apprendre à travailler. Aucun de mes fils, nés après 62, n'a vu tomber la pluie. Il faut donc monter très haut du volcan pour labourer la terre, à cause des nuages. Ah bon, que je lui ai dit. Il faudra revenir, jeune homme, le jour où je boirai ma revanche sur l'eau. Dieu est cruel. La mère venait de prendre son plus jeune fils. Il y a loin de Tarrafal à San Felipe. Il faut d'ailleurs prendre l'avion, et le vent souffle très fort. Il vente tellement fort à San Felipe qu'il faut attacher les maisons avec des cordes. Elle m'a sifflé, j'ai dit « Hola ». Elle avait un visage de femme qu'on embrasserait pendant des heures. Je m'appelle Manuela, j'ai 76 ans, et du vent, j'ai tout appris. J'ai appris qu'il faudra partir un bon jour, parce que le souffle de l'armatan sahélien vient désormais balayer mon île. Moi, je mourrai ici, mais les enfants, eux, depuis l'indépendance, ils ne peuvent plus immigrer. J'avais très chaud. J'ai bu la dernière gorgée de café allemand. Infect. J'ai fait semblant de rien car elle me regardait. Lui, c'est le maître du vent. Le maître du vent, il est zaïrois et il est ingénieur. Il m'a tout confirmé. Les éoliennes ne fonctionnent plus car les moteurs chauffent trop et on n'a rien pour les huiler. Sur le mur, une inscription. Viva Amilcar Cabral. Amilcar Cabral, c'est le père de l'indépendance. Personnellement, je suis d'accord. L'homme à la salopette bleue était donc au Cap-Vert. Jean-Pierre, tes premiers commentaires. Ce qui est intéressant dans les premières semaines, c'est de voir ceux qui ont un style... Bon, lui, il y a un ton qui se dégage. C'est un journal de voyage où se croisent de l'information, de la poésie, tout ça. Poésie, il y a c'est des choses très simples, il n'y a pas un seul plan de banal. Moi, ça me plaît. Le texte est absolument remarquable, je trouve. Malheureusement, je trouve qu'il n'est pas très affirmé au niveau du son. En tout cas, j'ai de la difficulté à en percevoir la richesse. Il n'est pas très bien dit. Je trouve que si il plaçait son accent un peu mieux, ce serait plus facile à entendre. C'est effectivement très beau, c'est très troublant parce qu'il ne prétend pas nous dire quelque chose de précis, mais faire le tour et le survol de quelque chose d'obscur et de confus. C'est très poétique, très beau, et ça annonce, je crois, beaucoup. Oui, il faut comprendre qu'il parlait avec son micro de caméra. Hein. Alors, il était peut-être mal installé un petit peu. Enfin. Oui, moi, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes, comme il impose sa personnalité dès le départ. C'est vrai, c'est signé. Ce que je reprochais aux autres, c'est signé. Il y a des belles images. Il répète des images. Ça renforce des idées. Il sait dire des mots à travers les images. Le texte est magnifique. Il y a un sens de la composition. Et puis, il traduit la personnalité des gens dont il parle. L'image de la femme fixe, là, qu'on embrasserait pendant des heures, ça, c'est superbe. Malheureusement, il y a quelque chose de monotone. Il y a quelque chose qui devient monotone. Si on n'est pas très attentif, il ne vient pas nous chercher. Ce que Sophie Lambert réussissait à faire et puis ce que Marie-Claude Harvey faisait très bien aussi. Alors, je trouve que c'est presque là, presque. Mais les filles m'ont séduit davantage. Alors, ça donne une note qui ressemblerait presque à 16. 16. Daniel. 16 aussi. 16, 32. 15. 15. Ce qui donne un total de 47. Nous allons maintenant jeter un petit coup d'œil sur le tableau de la semaine. Alors, vous le voyez comme moi, comme on est à la première semaine, il n'y a qu'un seul film de rentrée. Toutefois, en première position, avec un total de 53 points, Marie-Claude Harvey, c'est une très bonne note, suivie de très près par Sophie Lambert, 51 points. Viennent ensuite Marc Forget, 47 points, Jacques Blondin, 45. Il y a Louis Perpignan-Huard avec 43 points, Sophia Borovchik, 38, Jennifer Aline, 37, et puis Gérald Gilbert, 33. Alors, on constate qu'il y a tout de même un écart considérable entre la première et la 8e position, tout près de 20 points, mais comme il reste encore 25 semaines, les choses pourront peut-être changer d'ici là. Et j'aimerais ça savoir, enfin connaître vos impressions pour cette première émission. Comment ça a été? Ah, moi, j'ai trouvé ça formidable, surtout de travailler avec des collègues émérites comme Jean-Pierre et Daniel. Quelle femme de goût! Je l'ai dit au début de l'émission, intelligente, passionnée. On est vraiment délinquants, on s'amuse beaucoup. Ben là, heureusement que les gens, c'est ça, parce que vous parlez beaucoup. Hein? Mais on aime pas, ça nous passionne, ça. Je suis quand même assez troublé par le fait qu'on doive donner des points. Bon.
Jean-Pierre, toi, tu es un habitué. Oui, mais j'avais le tract aujourd'hui. Ben, merci, à très bientôt. La semaine prochaine, Marc Forgette est à l'île de Gorée, au Sénégal. Sofia Borovchik est à Haïti. Marie-Claude Harvey est à Mexico. Gérald Gilbert est au Mexique. Louis Perpignan-Huard à Budapest, en Hongrie. Et Sophie Lambert au Niger, en Afrique. En terminant, je vous rappelle la question, d'où nous provient le reportage de Marc Forgette cette semaine. Merci d'avoir été là. À dimanche prochain.